Dans un monde toujours plus connecté, l'heure est à la transformation digitale et pas uniquement dans le secteur de l'assurance. On va voir comment un média appréhende ces transformations. C'est Fabrice Bazard qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services numériques et systèmes d'information du groupe Ouest France. Hein. Oui. Quelques mots d'abord sur Ouest France. Tout le monde connaît Ouest France. C'est donc le premier quotidien de France. Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Et ça l'est toujours. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est avec une diffusion sur 12 départements. 12 départements. Puisque, évidemment, comme le nom l'indique, on est dans l'Ouest. Et un peu moins connu, on est devenu désormais le deuxième média numérique en termes d'audience. Deuxième média numérique. Deuxième média. Donc, derrière qui? Derrière le Figaro. Bon, quand on est sur le podium, il n'y a qu'une place qui est sympa. Oui, ça va venir, ça va venir. Voilà. Vous êtes le premier quotidien presse écrite, vous allez bien finir par le devenir en digital. Revenons ensemble sur les origines de cette transformation. La décision s'est prise à partir de quel constat? Comment elle est intervenue? À quel moment, le virage? Alors la première chose, pour faire aussi un parallèle avec d'autres secteurs, j'ai travaillé dans la banque assurance auparavant. D'accord, très bien. Donc je reviens à mes premières amours. Ouais. Et en fait, on a été un peu suiveurs, parce que quand vous avez un support un peu historique qui est très fort, vous avez, c'est classique, un peu peur que le numérique cannibalise, et donc vous observez. Et bien nous en a pris, parce que finalement, ceux qui sont partis très vite, on peut citer un autre acteur qui est Le Monde, a un peu sacrifié son journal papier. Et aujourd'hui, la preuve, il n'est plus indépendant, alors que Ouest France l'est. Pour info, d'ailleurs, c'est une association qui est la tête de pont du groupe. Exact. Et donc, on est parti, on a accéléré dans le numérique plutôt dans les années 2014, 2015. Ça veut dire que vous avez observé combien de temps? On n'a pas que observé, on était quand même présent, c'est plus l'accélération. Bon, on va dire les médias se sont fortement développés au début des années 2000. Ce que vous nous dites quand même, c'est que Le Monde a perdu son indépendance parce qu'il est allé trop vite dans le... Ah, je le pense vraiment. Alors, c'est un raccourci bien sûr, évidemment, un peu rapide. Mais en fait, nous, on joue la complémentarité des supports. Et on s'aperçoit, et la crise sanitaire nous l'a montré, que si vous avez un numérique fort, votre support papier, il est fort, et réciproquement. Et d'autres, parce qu'ils avaient l'heure des audiences et des revenus publicitaires. Mais entre-temps, et on en reparlera, je pense, tout à l'heure, est arrivé les GAFA. Et donc, les revenus publicitaires n'ont pas été au rendez-vous. Et d'où l'importance de garder cette complémentarité entre les supports. En quoi c'était vraiment indispensable pour vous? Alors, la presse, par contre, a subi... Elle est très chahutée. On a parlé d'ouragan, on a parlé de tsunami, peu importe. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la presse avait 3 leviers dans son business model. Donc, l'abonnement, pour ceux comme nous qui sont payants. La publicité, on l'a évoqué, et les petites annonces. Eh oui, c'est vrai. Mais il n'y en a plus chez vous. Alors, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et pour la petite histoire aussi, parce que c'est pas connu, j'en profite, Ouest France a créé Le Bon Coin. On l'a créé avec Schibsted en 2006. Alors, on va dire un peu hélas, mais on l'a revendu puisque il y avait une nécessité économique à l'époque. Donc, on était et on est toujours très présent sur les petites annonces. Mais, c'est pour ça que je parlais de tsunami, en fait, dans les années 2010, les 2 se sont effondrés. Et le 3e s'est fortement érodé. Donc la diffusion papier, chez nous gentiment, mais chez d'autres, a subi une baisse importante. Et la publicité print, comme les petites annonces, se sont effondrées. Donc là, vous avez un choc, bien sûr économique, mais aussi un choc sur l'entreprise, sur les salariés, un stress. Et donc le numérique, c'était plus une option, quoi. Donc le numérique était aussi une question de survie pour retrouver un compte d'exploitation satisfaisant. Et notre moteur, c'est l'indépendance. On ne veut pas se retrouver dans les mains de tel ou tel milliardaire. Pour nous, ce qui est fondamental dans une démocratie, c'est que des médias restent indépendants. Et donc, c'était fondamental de retrouver une rentabilité, ne serait-ce que pour se payer ces projets numériques. Donc ça, comme je vous l'ai dit, on a accéléré en 2015. Et comment vous avez structuré cette transformation? Et c'est fait à marche forcée? Alors oui, parce que comme je vous l'ai dit, on était parti un peu après, et là il y avait, on va dire, un degré d'urgence, quoi. Il n'y avait pas le feu au lac, mais si on se projetait à 10 ans, il y avait quand même une inquiétude. Et donc on s'est posé on se pose tous les mêmes questions. C'est soit on crée une équipe avec toutes les compétences numériques nécessaires, une filiale par exemple. Soit on s'appuie sur les compétences. Voilà, des journalistes pour le numérique, des compétences informatiques, des compétences marketing, etc. Soit on essaye de diffuser le numérique dans l'ensemble de l'entreprise. Et donc nous, on a pris le 2e scénario, mais comme il fallait accélérer, on m'a confié une direction numérique à l'époque,
qui était une structure très légère, donc on était 12 personnes, mais qui avait vocation à permettre cette accélération en portant des projets ou en aidant les structures à aller vers le numérique. Donc, et vous étiez la structure de 12, mais il fallait faire marcher tout le reste alors du groupe, quoi. Alors après, ça donne un peu de sueur. La transversalité, c'est pas toujours un sujet facile. Les changements de métier. Exactement, donc on a recruté de façon importante. Et puis surtout, on a arrêté de travailler en silo. On a travaillé, encore une fois, en équipe et en vous étiez en mode projet? Alors le mode projet est la clé pour moi. Enfin, si vous retenez une chose de mon intervention, c'est il n'y en a qu'une, c'est le mode projet, le projet. Et donc ça, on a encore une fois, on a recruté, on a formé, on a tenté, on a échoué, on a pivoté, comme disent les startups, on a trouvé un chemin. Et ce qui nous a permis, je vous ai donné un critère sur les audiences, mais je peux en donner un autre. Aujourd'hui, on a 200 000 abonnés numériques payants, ce qui n'est pas si mal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Ouest France a un portefeuille d'abonnés print plus numérique qui se développe. Donc on est un oiseau... au-delà du territoire historique. Alors voilà, donc le numérique, pour nous, c'était aussi une opportunité. Bien sûr, On n'a jamais eu autant de lecteurs. Et on a en numérique 75% de nos audiences en dehors des fameux 12 départements. Parce que c'est des Vendéens ou des Bretons qui sont dans d'autres départements et qui... Non, pas que. En fait, on a le positionnement de Ouest France, c'était pas que l'information locale. D'ailleurs, notre baseline, c'est de la commune au monde. Et donc, on traite aussi bien l'information nationale, internationale que l'information locale. Donc, on intéresse tout le monde. Et donc voilà, ça nous a permis cette accélération. Et donc le numérique, pour un acteur régional, est quelque chose d'assez fantastique pour se développer. Vous disiez que vous aviez recruté, effectivement, et la transformation repose aussi sur des talents. Comment vous les avez attirés et comment vous les retenez? Oui, alors les attirer, ça rejoint le projet. C'est quand vous parlez à... Alors c'est très tendu sur le numérique, c'est très tendu sur l'informatique, enfin sur l'IT. Si vous leur parlez de projets, et si vous avez des projets importants, alors plutôt dans les nouvelles techno, si vous leur parlez de COBOL, c'est un peu plus dur, eh bien vous les attirez. Et en fait, on avait beaucoup de projets. Alors, on imagine toujours en digital les projets pour les lecteurs, pour les clients, pour les prospects, mais on a revu aussi de fond en comble nos systèmes d'information internes. Là, l'idée était qu'on ne peut pas travailler pour l'externe sans rénover de façon très percutante aussi les outils. Donc les journalistes, la plateforme éditoriale, les outils de captation, tout ça a été changé. Donc ça a donné beaucoup de projets qui nous ont permis d'attirer. Et après, pour les garder, c'est un sujet. Donc, et c'est, je pense, la même clé. Ça passe par quoi? En fait, alors le sens. Alors exactement, ce que j'allais dire. C'est le terme que j'allais employer, et c'est une bonne nouvelle. C'est finalement les jeunes générations sont très sensibles à ça, donc effectivement donner du sens. Les associer à la stratégie, qui comprennent leur travail au quotidien, ce que ça apporte au groupe, et puis les faire rebondir de projet en projet. La routine est une horreur pour eux, donc c'est ça la clé. Quel est le sens de l'accélérateur de start-up que vous avez mis en place? Alors là, c'était se dire, en fait, les start-upers, c'est des gens qui ont un talent, évidemment, dans le numérique. C'est des gens qui vont sans doute appréhender la presse de façon un peu orthogonale ou différente, en tout cas. Donc c'est intéressant de travailler avec eux pour imaginer des relais de croissance. Donc on a fait ça, on s'est associé au Startup Palace, qui est un acteur de Nantes qui nous accompagne. Et donc on a accéléré une trentaine de startups depuis 4-5 promotions, avec de vrais beaux succès. J'ai notamment une en tête qui s'appelle AdMax, qui est une histoire extraordinaire, de petits jeunes quasiment qui sortaient de l'école et qu'on a vraiment propulsé, qui a trouvé des clients dans plein de médias, enfin bref, une belle histoire. Et au-delà de ces succès en termes de relais de croissance, ce qui a été très important pour nous, c'est que ça nous a aussi permis de découvrir des façons de travailler et des outils plus légers, plus agiles que les dinosaures comme nous, on ne connaissait pas. Pour donner un petit exemple, on utilise désormais un outil qui s'appelle Pipedrive, qui est un équivalent de Salesforce, mais plus léger que les startups utilisent classiquement. Et ça, on l'a déployé aussi chez nous. Donc ça a été aussi vertueux pour créer une dynamique et amener de la réactivité, de l'agilité dans nos process. Pour terminer, les enjeux pour vous à l'avenir, c'est de ne pas faire ce que font les GAFA? Oui, alors on a deux enjeux. Garder la relation, quoi. Oui, alors les GAFA, c'est le sujet du moment, puisqu'il y a le fameux sujet des droits voisins. Et ça, les droits voisins, c'est pas un petit sujet, parce que quand on parle de business model,
si les montants sont significatifs, ça peut donner un levier et une sécurité finalement dans notre business. Donc c'est fondamental, cette négociation qui est en cours avec Google, Facebook et les autres. Mais au-delà de payer pour publier votre information, enfin, en tout cas, pour utiliser votre information. En fait, Google, Facebook captent 85% de la publicité, c'est à peu près ça, à partir de nos contenus. Ah oui. Et nos contenus leur permettent de connaître beaucoup de choses. Parce que quand vous lisez un article, on connaît le centre d'intérêt des gens. Donc il y a un sujet de data qui est colossal et on a 0 rémunération. Donc c'est ça le sujet. Mais si on se projette à moyen terme, le sujet encore plus fort, le danger, et ça rejoint la banque, ça rejoint l'assurance, c'est le risque de désintermédiation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être qu'un producteur de contenu. On veut avoir la relation avec le lecteur, le client, et pour ça, il faut que les gens viennent sur nos canaux, viennent chez nous. Donc ce risque de désintermédiation, il est très important. Et donc, quoi ? Qualité de contenu ? Alors, la qualité de contenu et une richesse de contenu peut-être supérieure sur nos canaux à ce qu'on met chez Google. C'est une façon de sérialiser un peu les choses. Ouais. Et puis l'autre aspect, c'est le numérique, il doit s'installer aussi dans la proximité. Donc, un journal, c'est quoi ? C'est créer du lien avec son lecteur. Eh bien, en numérique, il faut recréer ce lien. Et pour vous donner un exemple, on a créé un programme de fidélisation, appelons-le comme ça, qui permet de faire vivre à nos abonnés des expériences uniques, qui ne s'achètent même pas. Donc vous allez visiter le métro de Rennes en construction avec la maire de Rennes, vous allez aller dîner avec un grand chef, mais pas dans son restaurant, dans un château fabuleux. Bref, leur faire vivre des expériences. Et là, vous recréez du physique, vous recréez du lien à partir du numérique, et ça, Google ne peut pas le faire. Ouais, et donc c'est tout ça l'enjeu, qui est un enjeu de relation client et qui est un enjeu de proximité. Et si on recrée cette proximité, je pense que la partie sera gagnée. Les médias parlent de relation client. On n'aurait jamais cru ça il y a 10 ans quand même. Oui, alors parfois j'emploie avec la rédaction un terme encore pire, je leur parle de tunnel de conversion. Alors ça, j'ai arrêté d'employer ce terme-là. Mais par contre, relation lecteur ou relation client, ça, on peut le faire. Et bien sûr, on est un acteur du numérique, alors pas comme un e-commerçant, puisqu'on a une mission d'information qui est au-dessus de tout, mais on est là aussi pour vendre d'abord nos abonnements, voire d'autres choses. Merci beaucoup Fabrice pour cet échange passionnant. Merci beaucoup, merci pour vos éclairages. On continue dans un instant avec nos invités pour parler de l'appui sur les big tech pour accélérer sa start-up.